Bonjour à tous et bienvenue au QG des experts. Alors comme chaque semaine, nous allons passer l'actualité au crible et pour cela, nous passerons en revue les événements de la semaine. On va parler d'OTAN, on va parler de police, on va parler d'attentats, entre autres. Et pour analyser tout cela, 2 invités politiques bourgmestres et 4 experts non bourgmestres. Je commence tout de suite avec celle qui est radioteuse mais pas radoteuse, la rédactrice chef de Bel RTL, Barbara Mertens. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Créateur d'une page Facebook à succès, Troïstevel, Marc Toledo, bienvenue. Merci, bonjour Jean-Jacques. Décortiqueuse de discours, la prof de l'ULB Emmanuel Damblon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et chanteur punk et journaliste Yves Kengen, bienvenue vous aussi pour votre première. Merci. Alors on commence par cette visite historique, 29 heures qui ont fait de Bruxelles la capitale mondiale et une capitale en état de siège. Retour sur le point de vue de l'organisation de l'événement, reportage de Martin Collier et Marjorie Félinger. Aéroport de Zaventem, l'avion présidentiel de Donald Trump vient d'atterrir. À son bord, une importante délégation, plus de 1500 personnes, services de sécurité, mais aussi journalistes. Bruxelles en état de siège pour accueillir les 29 chefs d'État. À la chancellerie du Premier ministre, on prépare le sommet depuis plusieurs mois. C'est un très très gros projet qui est porté depuis plus de 6 mois par une équipe OTAN et une équipe Belgique avec des représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées. On parle au travail pour la préparation de plusieurs centaines de personnes pour préparer tout. Et quand on parle de tout, on parle bien évidemment des aspects sécurité et protection, on parle aussi du catering, on parle de la mobilité, on parle des interprètes, donc c'est énorme. Un travail important pour les équipes du Premier ministre, d'autant qu'aux événements officiels s'ajoutent des actions citoyennes. La manifestation anti-Trump, elle, a rassemblé près de 10 000 personnes, des manifestants qu'il faut gérer. On reçoit ces chefs d'État, donc on doit les recevoir dignement avec le respect, on doit être proactif, on doit être réactif, mais on n'est pas censé non plus partager leurs idéaux politiques. Donc les manifestations, on va les gérer, l'imprévu, on va le gérer. Les délégations, elles, doivent se loger, mais aussi se déplacer dans Bruxelles. Les sociétés de limousines bruxelloises sont totalement débordées. Des retombées économiques qui devraient booster les chiffres d'affaires. Ça fait du monde en Belgique et ces gens, bien évidemment, ils vont vivre en Belgique pendant 24 heures, voire certains pendant plus d'une semaine, ceux qui ont préparé la visite. Donc ces gens vont loger dans des hôtels, ces gens vont manger au restaurant, ces gens vont prendre des taxis et aussi ces gens vont faire du shopping. Le sommet de l'OTAN prendra fin cet après-midi. Les chefs d'État devraient rejoindre leurs pays respectifs dans les heures qui suivent. Alors Barbara Mertens, ce sommet, donc c'est derrière nous maintenant, mais on se rend compte quand même que c'était un machin énorme. Hein. Oui, mais enfin, heureusement, il y avait le soleil, première chose. Ouais. Non, je rigole. Ça s'est passé un jour férié, donc je pense que ça a permis quand même d'atténuer grandement les difficultés pour les Bruxellois ou les navetteurs, par exemple. Mais c'était surtout l'occasion aussi, pour nous médias, mais j'ai l'impression que le grand public y a été aussi assez attentif, de voir en vrai la méthode Trump. Et vous savez qu'on a donné un nom, enfin le véhicule dans lequel il est véhiculé s'appelle The Beast. J'avais l'impression que c'était un peu lui, la bête politique qui était là ici et que tout le monde scrutait, évidemment les médias. Et on a pu voir sur pied la méthode Trump. Trump, c'est un homme d'affaires. Alors, il y a ce qui fait le buzz sur tous les réseaux sociaux, la bousculade d'un chef d'État au sommet de l'OTAN pour se mettre devant. Mais c'est ça, Trump. Quand il a quelque chose à dire, quand il a quelque chose à montrer, eh ben, il y va franco, il fonce. Mais il n'est pas fermé à la discussion, visiblement, puisqu'il ne parle plus de quitter l'OTAN. L'Europe est un beau projet. Je pense que Donald Tusk et Jean-Claude Juncker ont été heureux d'entendre ça. Mais voilà, on a pu juger sur pièce et je pense que ça, c'était l'occasion de voir ça à nos portes. Marc Toledo. Alors le sommet de l'OTAN, c'est aussi une manière pour les gens de dire c'est difficile pour nous d'avoir la ville qui soit bloquée. Beaucoup de gens se sont plaints effectivement d'avoir des accès limités. D'un autre côté, on voit les retombées économiques pour Bruxelles dont on parle notamment dans le reportage. 1500 personnes qui se déplacent, des centaines de personnes qui travaillent depuis des semaines et des semaines. Et d'un autre côté, on voit un Donald Trump qui a tout à fait un autre visage que celui qu'il nous arborait pendant ces élections. Nous attendions à quelqu'un de fermé, tourné principalement vers lui-même, égoïste. Et on s'aperçoit que le personnage est tout à fait différent. Il change véritablement d'opinion et comme le disait à juste titre Barbara, c'est un homme d'affaires, il sait où il veut aller, il fonce, maintenant on verra ce qui en ressortira.
J'ai jamais entendu autant d'avis positifs sur Trump depuis le début des experts. Emmanuel Damblon. Mais tant mieux, tu vas avoir un avis négatif, Jean-Jacques, tu vas être content. Je ne crois pas qu'il change d'opinion, je crois que c'est beaucoup plus grave que ça. Il n'a pas d'opinion. Et je reviens à son terme de l'OTAN qui était obsolète. Là, tout à coup, l'OTAN n'est plus obsolète parce que simplement, ça dépend des circonstances et de ce qui l'arrange, ça c'est certain. Par contre... ce qui peut-être est obsolète dans l'OTAN, moi ce qui m'a frappé d'ailleurs à partir d'une question que ma fille m'a posée hier soir, c'est « Maman, est-ce que tu trouves normal cette organisation pour les conjointes d'aller visiter une usine de sac à main pendant que les mecs bossent sérieusement ?» Alors je ne suis pas une obsédée du féminisme, je pense qu'il y a parfois de mauvaises entrées dans le féminisme, mais là, pour le coup, j'ai trouvé ça assez obsolète, en effet. Mais il y avait un conjoint. Il y avait un conjoint, oui. Yves. Oui, moi j'ai envie de dire Trump, quel Barnum, quoi, hein, parce qu'on a vu ce déballage délirant d'abord 30 avions, je crois qu'on a parlé de 30 avions qui atterrissent à Zaventem pour accompagner ce type. Un cortège de voitures officielles de plusieurs centaines de mètres, je crois qu'on nage en plein délire. C'est complètement démesuré par rapport à l'importance réelle de l'événement qui finalement ce n'est qu'une mise en scène. Je pense que les vrais enjeux politiques se jouent ailleurs et pour une mise en scène, je trouve que ça fait cher, sans même parler du bilan carbone. Ok, bon, on va demander l'avis de nos invités politiques, nos deux bourgmestres, je le disais tout à l'heure, c'est Marc-Jean Geisels et Olivier Deleuze. Je les accueille tout de suite dans notre studio. Je le disais, tous les deux bourgmestres, ils se serrent la main, c'est merveilleux. Olivier Deleuze est bourgmestre écolo de Watermal-Boisfort. En début d'émission. Oui, Marc-Jean Geisels, c'est bourgmestre de Forêt et les députés bruxellois également. Donc l'un est écolo, l'autre est socialiste. Et on va tout de suite poser la question sur ce sommet, cette réunion spéciale de l'OTAN. Olivier Deleuze, vous avez souvent manifesté contre l'OTAN. Est-ce que c'était une bonne chose d'avoir ce sommet à Bruxelles? Est-ce que vous dites bravo à l'organisation? Le siège de l'OTAN est à Bruxelles. Le siège de l'Europe est à Bruxelles. Donc Bruxelles, c'est une ville mondiale d'une certaine manière. Alors de temps en temps, ça provoque des embarras. Mais ça crée aussi de l'emploi, ça crée aussi de l'activité, ça crée de la renommée. Et donc, voilà, il ne faut pas négliger ça. D'une certaine manière, moi, je pense que le défi de Bruxelles, c'est de faire en sorte que les Bruxellois des quartiers profitent de Bruxelles du monde, d'une certaine manière. Et quand la Bruxelles du monde perturbe un peu notre vie quotidienne, c'est le prix à payer pour essayer d'avoir un peu d'emploi de cette activité. Est-ce qu'à Forêt, on a récupéré quelque chose de ce sommet, à part avoir perdu peut-être quelques policiers? On a perdu quelques policiers, mais ça on a l'habitude. Oui. Donc on n'a pas eu un retour direct, mais je crois que l'image de la ville a été bénéfique à l'international, certainement. Je pense que le président Trump a été bien reçu. Il a compris, à mon avis, que Bruxelles n'était loin d'être un trois-rats, que c'était une ville accueillante avec des grands musées qui permettaient une belle vie touristique. Donc sur ce plan-là, c'est très positif. Maintenant, il y a un petit peu de démesure dans toute l'organisation pour accueillir un président américain. Et on parlait de la bête, cette fameuse voiture blindée qui pèse 8 tonnes. Je ne sais pas s'il fallait autant de policiers et commencer à afficher tous les gens et avoir des badges d'accès pour les habitants. On pouvait peut-être avoir une relation plus humaine, comme ça s'était fait d'ailleurs du temps d'Obama ou de Bill Clinton qui s'était même arrêté pour boire un café. Mais bon, ça c'est le personnage qui est un petit peu, ou qui veut passer pour au-dessus de la mêlée. Et la période qui n'est pas la même aussi. On est quand même la période qui n'est pas la même, mais enfin là on est dans les démesures totales, quoi. Il fallait vraiment attaquer le convoi au missile avant d'arriver à un résultat là. Hein. De toute façon, il ne s'est rien passé. Non, il ne s'est rien passé. Si on reparle du fonds, Olivier Deleuze, le fait que la Belgique a annoncé qu'elle allait relancer ses dépenses militaires, que les États-Unis disent qu'ils veulent que l'Europe contribue davantage, ça veut dire, c'est peut-être la porte vers une politique européenne de défense, hein? Moi, je pense que le président Trump, que je n'aime pas beaucoup, misogyne, anti-environnemental, brutal et un peu vulgaire, il peut avoir au moins un effet positif, c'est de ressouder l'Europe, quoi.
parce qu'on se rend compte que là, de l'autre côté de l'Atlantique, il y a un personnage quand même auquel il faut faire attention. Et si l'Europe veut être forte, il faut les moyens, il faut une organisation, il faut faire attention. Donc je pense, et surtout quand je vois le président pro-européen qui a été élu en France, la chancelière pro-européenne qui est en Allemagne, je ne parle pas de leur politique sociale ou environnementale, je parle du caractère pro-européen. Moi, ça me fait plaisir, quoi. J'espère que les populistes, les Le Pen et compagnie, sont sur le reflux, et Trump avec. C'est aussi votre opinion? C'est mon avis aussi. Maintenant, il faudrait voir évidemment les résultats, et je crois que c'est plutôt encourageant la manière dont ça s'est passé. Il y a beaucoup d'espoir aussi avec l'axe français-allemand qui se revigore de manière très certaine, avec un nouveau président en France qui a beaucoup de projets, avec une autre ouverture. Donc on va être attentif. Emmanuel Damblon, vous vouliez ajouter votre grain de sel? Peut-être mon grain de sel rhétorique, puisque c'est pour ça que je suis là. Je crois que le problème de l'Europe, c'est qu'il y a une dimension de rassemblement symbolique qui manque et qui est un petit peu absent de tout ça. Je pensais le G7, ils se réunissent en Sicile. C'est tout de même le berceau de l'invention du discours public, de la rhétorique. Et je pense qu'à côté de la question de la défense, à côté des questions économiques et même des questions environnementales, cette dimension-là, c'est-à-dire la compétence démocratique citoyenne dans la capacité à argumenter et à produire des émotions collectives positives autres que les hideuses émotions de Trump, ça me paraît le grand absent de cette reconstruction enthousiaste de l'Europe. Je trouve qu'il faut être vigilant à ça. Oui. Où est l'enthousiasme, Olivier Deleuze? Vous sentez cet enthousiasme pour l'Europe? Alors, il y a 3 mois, je dirais qu'elle est dans les tréfonds, quoi, que ça va vraiment mal et que l'Europe est en train de se tirer une balle dans le pied en faisant toutes ces politiques, pas sociales du tout, quoi, les politiques dures. On a l'impression qu'on méprise les citoyens européens. J'espère qu'il y ait une dynamique maintenant, une énergie positive et que ça repart un peu. Je veux dire, par là, on ne se fait plus la guerre entre l'Allemagne et la France. L'Allemagne et la France ont la même monnaie, quoi. C'est quand même impressionnant. Et donc, reconstruisons cette union entre nous, quoi. Ne nous laissons pas faire par la finance, par les banques, par toutes ces forces négatives, quoi. Et si on réarme demain? Ça fait quand même peur de dire on va réarmer l'Allemagne, pour certains. Marc-Jean Gelsels. Je sais pas, je voulais revenir sur ce qu'on a dit. Je crois que la problématique de l'Europe, c'est qu'elle a peut-être grandi beaucoup trop vite, ou on a voulu la faire grandir beaucoup trop vite, et elle n'est pas assez sociale. Donc c'est surtout la finance, le capital et le commerce qui en a profité, et on le voit, on a fait d'ailleurs un colloque avec le Parti socialiste au Parlement bruxellois sur le dumping social. On voit qu'il y a pas mal de travailleurs détachés qui viennent d'autres pays d'Europe et qui sont une concurrence déloyale pour nos entreprises belges ou nos travailleurs. Et donc il faudrait plutôt essayer de tirer tout le monde vers le haut pour redonner confiance en l'Europe, et je crois que c'est surtout ça. Alors maintenant, sur la politique d'armement, ça c'est évidemment un sujet très délicat. Moi j'avais mis un jour à titre de boutade, puisqu'on parle de devoir remplacer nos avions. Et c'est vrai que c'est une fortune, c'est un budget colossal qui permettrait de refinancer de manière certaine et confortable toutes nos zones de police et notre système judiciaire pour 40 ans. Voilà, j'avais fait une comparaison dit, sur BX1. Oui, c'est une mauvaise comparaison certainement, mais est-ce que avec nos petits avions et nos quelques avions, est-ce qu'on est vraiment une force indispensable? Est-ce qu'on doit courir et jouer dans la cour des grands? Sur ce point de vue-là, j'ai lu les déclarations de nos ministres des Affaires étrangères qui disent oui, il faut aller jusqu'à 2% du produit intérieur brut dans le financement. On est à 0,9 pour l'instant. Moi, je trouve qu'il y a d'autres priorités, mais bon, moi je suis un mandataire local et régional, donc je ne rentre pas dans ce débat. Barbara Mertens, c'était un des débats quand même, avec quand même l'Amérique qui disait l'Europe doit contribuer. C'est ce que Trump est venu dire, puisqu'il en a un petit peu assez que ce soit les États-Unis qui soient les principaux contributeurs. Ils ne sont pas les seuls, mais ils sont 3, je crois, dans l'OTAN à atteindre les 2%. Et par
paradoxalement, les Grecs atteignent les 2% de leur PIB. Ouais. Mais Charles Michel a dit qu'on allait arrêter les économies dans la défense. Il n'a pas dit qu'on allait mettre comme ça 2% du PIB belge dans la défense. Mais il n'a pas garanti qu'on atteindrait les 2%. Tous les pays de l'OTAN se sont engagés à arriver à ces 2% d'ici 2024 ou 2025. En même temps, il y a un syndicat de l'armée qui dit qu'on est vraiment très très loin, puisque certains militaires doivent même aller jusqu'à acheter leur gilet pare-balles. Donc avant de parler de refinancement, je crois qu'il faudrait peut-être régler l'essentiel au quotidien. Donc c'est un refinancement. Ça s'appelle un refinancement. Oui, mais... Yves Kengen voulait intervenir. Oui, je pense que quand M. Trump vient à l'OTAN réclamer de la part des pays européens qu'ils consacrent 2% de leur PIB à l'armement, il ne faut pas oublier qu'il vient d'Arabie Saoudite où il a signé pour des milliards de contrats. Il n'est peut-être pas tout à fait innocent qu'il essaye de nous encourager à dépenser de l'argent, probablement auprès de ces fabricants d'armes, et je pense notamment à ce fameux contrat des avions. On sait très bien que le F-35 est largement soutenu par toute l'industrie américaine, est largement soutenu par certains pays européens au détriment de concurrents qui sont, eux, complètement européens, et il y a certainement là-dessous une espèce de gesticulation commerciale avec des ambitions... Oui. L'histoire de business de l'industrie de l'armement qui est venue nous rendre visite. Je vous propose de passer à notre second sujet, celui de lundi soir. C'était encore de la sidération chez tout le monde, avec cet atroce attentat à Manchester lors d'un concert, à la sortie d'un concert d'Ariana Grande. Et évidemment, après, on s'est tout de suite posé des questions sur nos lieux de concert. Est-ce qu'ils sont suffisamment sécurisés? Reportage à Forêt Nationale dès le lendemain. Jean-Christophe Peuzès et Béatrice Broutou. Adapter une fois encore les mesures de sécurité, c'est la préoccupation principale des organisateurs de concerts. À Forêt Nationale, elles sont pourtant déjà importantes. Présence policière et militaire lors de chaque concert, contrôle systématique des spectateurs et vente de places numérotées pour éviter les attroupements sur l'esplanade. Nous avons évolué vers de la numérotation des sièges plutôt que des admissions générales. Donc ça veut dire qu'on a beaucoup moins des 1000-2000 personnes qui s'accumulent devant Forêt Nationale depuis 8 heures du matin. Donc ils arrivent plutôt vraiment pour l'heure du concert. Et donc là, on ouvre les portes et tout le monde rentre. La police veille aussi que ce soit vraiment très fluide. Reste la question de la sortie des spectateurs une fois le concert terminé. L'ouverture des portes ne permet pas actuellement de toujours éviter les intrusions. Pour la sécurité de base, je dirais, du public, à la fin du concert, et ça se fait dans chaque salle en Europe et dans le monde, on ouvre les portes pour que le public puisse évacuer la salle le plus vite possible. Donc ici, voilà, il faudra encore renforcer comment on doit encore en discuter, mais il y aura certainement des mesures supplémentaires. Le prochain concert à Forêt Nationale n'aura lieu qu'à la fin du mois de juin. Les responsables de la salle ont donc le temps de réfléchir aux nouvelles mesures de sécurité à adopter. Alors, Forêt Nationale, c'est chez vous, Marc-Jean Geissels. Est-ce que, quand vous avez appris ce terrible attentat, est-ce que vous avez pensé tout de suite au concert qui se passe sur votre commune? Tout à fait. Donc, j'ai demandé qu'on fasse une réunion exceptionnelle pour un peu débriefer ce qui s'était passé à Manchester. Donc, c'est évidemment une préoccupation de tous les instants, que ce soit à mon niveau, au niveau des organisateurs de spectacles et des gérants de la salle. Et donc on a pris déjà toute une série de mesures que je ne vais évidemment pas exposer ici, mais pour ceux qui ont été à Forêt Nationale, ils ont vu que l'entrée se passe différemment. Généralement, ça se passe bien. On essaie bien d'expliquer aux gens que c'est évidemment leur intérêt. On insiste fort pour qu'ils essayent de ne pas venir avec des sacs à dos, avec des sacs, etc., qu'on limite le temps de fouille. J'autorise systématiquement les sociétés privées à fouiller les spectateurs à l'entrée. Vous savez que c'est une disposition particulière et que le bourgmestre doit chaque fois donner l'autorisation. C'est assez lourd. Et donc, on est vraiment très attentif, d'autant plus qu'à la fin juin, c'est un spectacle pour les familles, justement. Oui, c'est The Voice, hein, c'est ça qui un truc comme ça qui passe chez vous. Je crois que c'est le 30 juin. Donc, oui, c'est ça. L'idée n'est pas de faire de la promo, mais indépendamment de ça, on a une fois par mois, chaque fois, des réunions pour bien veiller à toutes les mesures particulières pour assurer au maximum, et comme le disait le ministre de l'Intérieur, le risque zéro n'existe évidemment jamais. Mais c'est pour tous les événements publics, et on est justement dans une période où il y a énormément d'événements publics. Il y a les fêtes des voisins. Moi, j'ai toujours peur d'un attentat à la voiture bélier. Il y a énormément de terrasses qui sont pleines sur nos places publiques.
Donc voilà, il faut rester vigilant en permanence, mais il ne faut pas arrêter de vivre non plus. Olivier Deleuze, c'est terrible la vie qu'on vit, cette sécurisation à outrance, et on a l'impression que chaque fois il faut aller plus loin. Oui, alors évidemment, ce qui est terrible et triste et épouvantable avant tout, c'est cet attentat, évidemment, contre des ados qui vont aller voir leur musique, c'est horrible, mais c'est vrai, voilà, on entre dans une période où, par exemple, pour les 20 km de Bruxelles, demain, eh bien, il faut mettre des camions ou des obstacles à toutes les rues qui débouchent le parcours, donc ça passe par Bois-Thermal-Boisfort, on a dû mettre des obstacles, c'est dingue, quoi. On ne peut plus aller écouter de la musique ou courir sans devoir se protéger, enfin voilà, mais voilà, c'est la tristesse de notre époque. Emmanuel Damblon. Oui, moi je voulais faire un petit commentaire à propos de cette tristesse et du... On est obligé de développer tout cet arsenal sécuritaire, on n'a pas le choix, c'est évident. Et en même temps, ce que je trouve un petit peu triste, c'est qu'il nous donne aussi l'illusion d'être acteur de quelque chose, alors que on parlait de sidération, je crois que c'est juste ça. On est à la fois dans la sidération et dans l'habituation de ce qui est en train de se passer, et les mesures de sécurité sont un petit peu presque comme un dérivatif, je dirais. C'est illusoire. On est obligé en même temps, on est obligé, mais je crois que ça nous donne l'illusion d'être acteur, c'est ça que je voulais dire. On se sent protégé. Ouais. Yves Kengen, vous vouliez intervenir là-dessus? Vous êtes musicien, hein, vous... Oui. Bah oui, donc c'est particulièrement triste évidemment de voir la musique qui normalement est censée adoucir les mœurs être ciblée, surtout quand il s'agit d'un public jeune. Je pense que ça fait partie d'une escalade que les terroristes entretiennent pour maintenir le niveau d'horreur et donc l'intérêt des médias sur ce qu'ils font, parce que c'est leur fonds de commerce. Je voudrais souligner quand même à Manchester l'action de ces 2 SDF qui étaient à la sortie de la salle et qui sont rentrés pour aider à faire sortir les adolescents qui étaient complètement en perdition dans ce hall, et j'aimerais quand même savoir ce qu'ils sont devenus depuis. J'espère qu'on s'est occupé d'eux, c'est ça, en quelque sorte. Marc Toledo, vous vouliez aussi intervenir là-dessus? Oui, je crois que le plus important pour nous, c'est de ne pas sombrer dans la psychose et la parano. Il faut absolument que nous continuions à vivre une vie normale. C'est notre plus grande victoire sur le terrorisme, c'est notre seule manière de l'affirmer. Je crois que les mesures de sécurité doivent être prises et c'est primordial, mais elles ne seront jamais suffisantes pour arrêter un groupe déterminé de personnes qui veulent faire quelque chose. Dans le cas ici bien présent, on voit que la personne était animée de l'intention de faire le maximum de dégâts avec un sac, avec des clous, avec un tas de choses, dans le but justement de mettre la psychose chez les gens. Nous devons réagir, certes, mais nous devons réagir en commençant par l'intégration de ces personnes, en essayant de comprendre pourquoi ces gens versent. Parce que finalement, quand on regarde la personne qui est à l'origine de ces attentats, ou du moins la présumée personne, parce que la vérité, nous la connaîtrons peut-être jamais, la vraie vérité, mais cette personne était-elle une personne anglaise, née en Angleterre? Apparemment oui. Donc qu'est-ce s'est-il passé? Comment sommes-nous passés à côté de la chose? Donc je crois que nous devons voir aussi chez nous, parce que je vois dans le Monde international qui titre aujourd'hui ou avant-hier, le quartier où habitait le kamikaze se défend d'être le Molenbeek de Manchester. Ça veut tout dire. Une question rapide pour vous deux. Est-ce qu'on a raison d'aller bombarder en Syrie et en Irak les territoires de l'État islamique? Parce que certains critiquent ça. Hein. Marc-Jean Guessel, rapidement, oui, non. Je suis incapable de vous le dire, parce que j'entends les deux théories, en disant on va à ce moment-là asphyxier la source. Moi, je ne sais pas non plus si on ne provoque pas plus de réactions des sympathisants de l'État islamique qui seraient chez nous. Donc je ne sais pas, c'est ça votre réponse. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Et vous, Olivier Deleuze? Pour moi, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire après, en fait. Après, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Une fois le bombardement fait, oui, mais est-ce qu'il y a un plan pour après? Moi, pour répondre à cette question, donc il faut savoir... oui, c'est un plan, c'est ça. Non, mais est-ce qu'il y en a? J'ai jamais vu... voilà, après, on fait quoi, en fait? Oui, et maintenant, on fait quoi? Ben, je n'en sais rien. En fait, voilà, humblement, franchement, au niveau de la police, on se réunit comme chez vous, j'imagine, tous les mois, tous les 2 mois, pour voir quels sont les suspects de la commune, etc. Oui, etc. ça, donc on analyse, mais voilà, on est quand même très démunis. Hein. On est très démunis. Alors, plus légèrement, on va changer de sujet. On va venir à notre rubrique qui vous permet à tous les deux d'un peu parler de ce qui s'est passé pendant la semaine. Je vais vous présenter à chacun 4 visages qui ont fait l'actualité de la semaine. Vous allez en choisir un des 4 et
me commenter ce visage-là, en positif ou en négatif. On va commencer par vous, Olivier Deleuze. Vous allez voir les visages qui vont défiler devant vous. On commence par Stephen Loreys, une grosse tête qui a eu le prix Francky cette semaine. Il y a Amélie Derbeau-Dranguien, la First Lady spécialisée en Magritte et en Delvaux. Roger Moore, acteur britannique décédé qui incarna le Saint et James Bond. Et enfin, Marwan Fellaini, vainqueur de l'Europa League avec Manchester United. Qui choisissez-vous? Stephen Loreys, Amélie, la First Lady, Roger Moore, vous voyez, je ne dis pas son nom de famille parce qu'il est assez compliqué, Roger Moore ou Marwan Fellaini? Eh bien, quitte à vous étonner, tout à l'heure, je voyais une photo de l'épouse ou la compagne du Premier ministre à côté de Madame Trump, et je trouvais qu'elle était classe, quoi. Donc, non, c'est vrai. Amélie Derbeau-Dranguien. Je ne sais pas si c'est correct ce que je dis ou pas correct ce que je dis. Alors, je voyais Madame Trump, voilà, avec tout le mythe, etc. Et je trouvais, c'est peut-être bête, hein, mais que la femme du Premier ministre de mon pays, je la retrouvais classe. Bon, je partage ton avis. Oui, mais voilà, c'est pas politique. Hein. Non, c'est pas politique du tout. Hein. Mais dire du bien comme ça des conjointes, c'est bien, la First Lady. Non, j'en sais rien. Emmanuel Dablon. Que ce soit politiquement correct ou non, je trouve ça très bien et je partage exactement l'avis de mon bourgmestre. Voilà, parfait. Au moins sur ce point. Au moins sur ce point. Bon. Alors on va passer à vos visages à vous, Marc-Jean Geisels. Alors vous avez le choix, tout d'abord l'autre First Lady, Melania Trump. Hein. Une autre jolie femme, Jade Forêt, Madame Lagardère, mannequin devenu scénariste de BD. Cyril Hanouna, l'animateur taxé d'homophobie. Et enfin, Michel Prudhomme, qui prend un congé sabbatique loin du club de Bruges. Alors, qui choisissez-vous? Melania Trump, Jade Forêt, Cyril Hanouna ou Michel Prudhomme? Alors, je vais prendre Michel Prudhomme. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du foot, mais il m'a toujours été sympathique. Parce que liégeois, parce qu'il a un chouette accent et parce que je crois qu'en football, il a fait des grandes choses. Après, il a certainement des défauts, mais que je ne connais pas. Et puis pour sortir aussi de la catégorie féminine, sinon on va dire que je copie Olivier Deleuze, et en tennis je connais encore moins qu'en football. Oui, enfin Cyril Hanouna n'est pas vraiment un tennisman. Autant prendre un entraîneur. Oui, un bon entraîneur de foot. Et dans le cas du foot, quand même, c'est sur votre territoire que se trouve l'Union Saint-Gilloise. Ah oui, c'est peut-être une bonne idée d'amener Michel Prudhomme. Ça, c'est mon club de cœur, mais pour l'instant on a Monsieur Grosjean qui fait ça très bien. Hein, vous avez vu les résultats de l'Union et qui, à mon avis, va poursuivre sur cette lancée la saison prochaine. C'est en tout cas ce que je souhaite. Donc ça, c'est mon club de cœur. Mais bon, je vais au match de l'Union de temps en temps, moins maintenant qui sont loin de Forêt. Mais j'avoue que je ne connais pas grand-chose de football. Eh bien, on va parler de police, parce que ça, je suis sûr que tous les deux, vous y connaissez beaucoup. Et on va partir de cette déclaration du bourgmestre de Vilvoorde, Hans Bonte, qui désire ouvrir son cadre policier à des policières voilées pour assurer une certaine diversité. Alors, réaction négative du bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre, Benoît Serex, CDH, qui était invité de l'interview cette semaine. Pas question que ce soit pour des fonctionnaires, que ce soit pour des magistrats, que ce soit pour des policiers. Ça heurte fondamentalement le principe de neutralité du service public, qui est un principe essentiel chez nous, et qui a d'ailleurs, on l'a vu dans d'autres domaines, mais été consacré par la Cour européenne il y a quelques semaines. Ça concernait le secteur privé, mais donc pas de port de signes distinctifs où qu'on soit dans la fonction publique. Vous n'imaginez quand même pas demain un policier qui circulerait en soutane ici à Bruxelles. Eh bien, on se trouve dans le même type de situation, donc c'est non. Alors, Marc-Jean Geisels, tout le monde a l'air de dire non, on ne préfère pas cette idée des policières voilées. C'est ce qu'a dit notamment Yvan Mayer, un bourgmestre socialiste. Et un autre bourgmestre socialiste, Emirki, a dit lui qu'il fallait quand même étudier cela. Alors, que pense le troisième bourgmestre socialiste, Marc-Jean Geisels? Il y avait Bruce qui m'avait interrogé, et j'étais assez surpris, mais je suis généralement assez surpris des déclarations du bourgmestre de Vilvoorde, donc ça reste dans c'est un socialiste aussi, mais c'est un socialiste flamand. SPA, donc il y a quand même une différence entre les socialistes flamands et les socialistes francophones, et qui est de plus en plus marquée avec les tensions communautaires ou les concurrences entre régions. Et donc certainement avec le bourgmestre de Vilvoorde, et pour moi c'est non. Il y a un uniforme qui est réglementaire, qui est le plus neutre possible. D'ailleurs, vous avez vu le débat à Couvain avec Kevin le Templier. Le Croisé, qui a été avec la Croix des Templiers, qui a été sanctionné par le collège de police de Couvain.
sanctions légères, je crois que c'est... Enfin, mais ça, ok. Mais donc je crois qu'il faut garder certainement pour les policiers ce principe de respect de l'uniforme le plus correctement possible et le plus correctement porté. Ça, c'est une chose. Par contre, il faut évidemment intégrer dans nos polices communales un maximum de gens issus de toute origine, parce que c'est de nature évidemment à faire évoluer les choses dans le bon sens et de permettre le dialogue. Ça, j'en suis vraiment convaincu. Mais pas non plus les distinguer par un accoutrement ou un habit religieux ou pas, et voilà, donc la neutralité absolue. La différence, là, Emir Kir, qui a un avis différent d'Yvan Mayer, c'est normal. Vous interrogez l'autonomie des bourgmestres. Oui, donc c'est au niveau du débat d'idées, tout le monde peut avoir une idée. Donc, en tout cas, dans notre zone de police, et je peux m'engager pour Éric Thomas et pour Charles Piquet, ce sera non. Olivier Deleuze, et vous ? Il n'y a qu'un bourgmestre écolo à Bruxelles. Oui, que pense-t-il ? Donc nous ne sommes pas en contradiction avec nous-mêmes. Je pense que c'est bien que les policiers de quartier ressemblent à la population avec qui ils ont à traiter, et qu'il y ait une identification, et qu'ils fassent partie du village d'une certaine manière. Mais pas de signe religieux, parce que sinon la population aurait l'impression, ou pourrait avoir l'impression, qu'elle est traitée en fonction de sa religion ou en fonction de ses convictions privées. Donc la religion, c'est de la sphère du privé. Et donc les fonctions d'autorité ne doivent pas avoir de signes religieux. Mais c'est comment ressembler à son village ? Ça veut dire qu'il doit y avoir des policiers de quartier qui sont d'origine étrangère, qui sont... Donc dans la diversité. Dans la diversité, exactement. Barbara Mertens. Oui, Hans Bond n'a pas eu cette idée tout seul. En fait, ça se fait à Amsterdam. C'est la police d'Amsterdam qui a élargi ses rangs. Mais toute la question, c'est finalement de se demander... Pour améliorer la diversité dans les rangs des policiers, et particulièrement à Bruxelles, parce qu'il y a quand même un grand souci, c'est qu'une grande partie des policiers bruxellois ne sont pas bruxellois et ne représentent donc pas le village dont vous parlez, M. Deleuze, c'est doit-on changer les règles ? Et là, on touche à la question délicate des accommodements raisonnables, pour diversifier cette police et qu'elle ressemble plus à la population, ce qui doit être effectivement le cas, mais comment y arriver ? Ça, c'est toute la question. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire de changer ces règles pour que les policiers soient d'origine diverse. Marc Toledo ? Effectivement, il y a deux choses. Il y a d'un côté la neutralité qui s'impose au corps de police. De l'autre côté, il y a la diversité et la représentativité de la population. Donc, il y a effectivement un clivage aujourd'hui où, quand on parle de population musulmane en Belgique, on parle de 7%, mais quand on parle de certaines communes, on dépasse les 40%. Et avec la démographie, la plupart des études démographiques montrent que nous allons largement dépasser les 50%. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect démocratique aussi qui fait que des lois vont devoir changer un jour ou l'autre. Et c'est peut-être une certaine manière dont anticiper les choses, nos amis anglo-saxons qui ont autorisé déjà le port du voile au Canada, à Londres, en Écosse, pour ne citer que cela. Je suis pour une neutralité, évidemment, mais il faut savoir évoluer aussi et se préparer à l'évolution. Yves Kengen ? Oui, ça voudrait dire à ce moment-là qu'il faut modifier la Constitution, puisque la neutralité est inscrite dans la Constitution. Je pense qu'il y a certainement moyen d'affirmer la diversité au sein des forces de police et de tous les services publics, sans nécessairement recruter des personnes qui tiennent à afficher ostensiblement leur appartenance religieuse. Il y a suffisamment de personnes qui n'éprouvent pas ce besoin, et on a déjà vu d'ailleurs que, par exemple, au Maroc, pays musulmans s'il en est, il y a très peu de policiers ou de fonctionnaires qui portent le voile, alors que je pense qu'on invente ici des problèmes là où il pourrait ne pas y en avoir. Mais est-ce qu'on peut améliorer cette diversité ? Par exemple, des quotas, Marc-Jean Guessels. Pourquoi est-ce qu'on ne fonctionne pas avec des quotas ? Moi, je ne suis pas pour les quotas parce que je trouve que c'est... Enfin, ça me déplaît. Le principe me déplaît. Je crois qu'il y a un problème, c'est un problème de formation et de bilinguisme. Ça, c'est le premier problème. Ça, c'est la difficulté. Et alors, une autre difficulté, c'est que, et c'est une revendication que de plus en plus de bourgmestres bruxellois ont, c'est que nous ne sommes pas, en fait, à la source du recrutement des policiers. Il y a une commune en Belgique qui fait le test, et par hasard, c'est Anvers. Et là, on a accepté la dérogation. Et nous, on est demandeurs, évidemment, pour pouvoir recruter au sein du terreau local. Et je crois que c'est là qu'il faut aller. Encore une fois, Bruxelles va être bloquée par le fédéral, parce qu'on n'aide pas Bruxelles au fédéral. Ça, maintenant, je pense que tout le monde le comprend. Et ça, c'est vraiment regrettable.
Olivier Deleuze, vous, sur les quotas? Ben non, parce que quota sur quoi? Sur la nationalité, la consonance du nom, la couleur de la peau, enfin voilà, je ne vois pas sur quel quota en fait, mais bon, ça doit être dans la culture des gens qui engagent des policiers, de faire en sorte qu'ils soient représentatifs, comme ça les gens peuvent s'identifier, tiens voilà mon agent de quartier, ben voilà, j'ai des bonnes relations avec lui. Quand il y a des problèmes de représentativité dans les médias ou ailleurs, les femmes ou autres, on dit toujours que si on n'oblige pas, cette représentativité ne s'améliore jamais. Est-ce qu'avec votre manière de présenter les choses, est-ce qu'il y aura de la diversité dans nos polices avant 2050? Si on a la possibilité de recruter à Bruxelles, j'en suis persuadé, sans quota. Voilà. Est-ce qu'il y a des candidats? Il y aura des candidats, parce que je peux vous dire que dans une commune comme Forêt, où on a déjà un issu de toute origine, dans toutes les catégories de jeunes, quelle que soit leur origine, il y a des gens vraiment très valables et qui ne demandent qu'une chose, c'est de trouver un emploi et de s'intégrer autrement. Et que quand je les rencontre et qu'ils tiennent le mur, comme on dit, ils me disent, monsieur le bourgmestre, on aimerait bien travailler, on aimerait bien être utile à la collectivité. Donc il n'y a pas de problème, je suis persuadé qu'ils s'engageront. Ils tiennent le mur. Oui, c'est ce qu'on dit généralement. Je ne sais pas. C'est Donald Trump dit ça en général. Je sais pas. Non, mais vous pouvez expliquer peut-être. Mais qui restent à discuter. Oui, à discuter. Très bien. Et qui eux-mêmes disent on s'embête à la fin de la journée, donc trouvez-nous quelque chose à faire. Et donc, je crois peut-être une bonne solution, effectivement. Alors passons à un autre sujet, le football. Enfin, pas le football au niveau sportif, mais le football au niveau peut-être un peu plus politique, avec ce champion bruxellois, Anderlecht. On a fêté évidemment partout ce championnat, mais on l'a fêté surtout en tout cas dans la commune d'Anderlecht, c'était lundi après-midi, et retour sur cette fiesta avec ce reportage de Michel Gaillère. Ensemble, plus que jamais, nous allons devoir trouver des solutions, et je suis sûr qu'avec la bonne volonté de tout le monde, nous allons finir par la trouver. Trouver des solutions. Reçu pour fêter son 34e titre de champion, le Sporting d'Anderlecht clame son amour pour la commune qu'il héberge, un amour partagé. On travaille de manière continue ensemble, on se voit régulièrement pour régler les problèmes. Et moi, je suis parfaitement satisfait de la collaboration avec le Sporting d'Anderlecht. Non, ne croyez pas qu'il y a un problème entre nous. Il y a plutôt un problème avec les autres. La région qui d'ailleurs ne vous reçoit pas cette année. Ah, ça, je ne vais pas polémiquer là-dessus. Pas de polémique, mais un fait. Cette année, le gouvernement régional n'invite pas le Sporting à fêter son titre de champion. Visiblement irrité par sa marche arrière dans le projet de stade national. Anderlecht donne l'air d'être finalement mieux dans ses murs, à rénover et à agrandir. Un des problèmes du Sporting, c'est la capacité insuffisante du stade. C'est pour ça que dans les plans de 2013, il était prévu d'avoir 31 000 places. Il y a aussi un problème d'arrivée des supporters et donc il était prévu de construire un parking de plusieurs étages. Anderlecht vaut plus que 30 000 places, mais en tout cas, il ne vaut pas 21 000 places. Et donc, c'est une solution d'avenir en tout cas. 31 000 places, dont 10 000 à construire, cela demanderait également des permis, ainsi que de casser le contrat qui lie toujours le Sporting au constructeur du futur stade national. Alors Yves Kengen, c'est quand même une histoire assez merveilleuse, cette histoire du stade national et d'Anderlecht. Oui, cette histoire du stade national est hallucinante parce que c'est vraiment, on a vraiment l'impression que ça a été géré par des amateurs. En plus, Anderlecht qui décide d'aller jouer à Grimbergen, moi je veux bien, mais à ce moment-là ils doivent plus s'appeler Anderlecht. Ils sont dépositaires d'une culture, ils sont dépositaires de la renommée d'une commune, d'un folklore, de tout un tissu commercial, social aux alentours de leur stade. Et ils iraient s'expatrier dans le nord de Bruxelles, dans un stade qui n'est même pas encore construit, qui serait gigantesque. Je ne peux pas imaginer qu'on aurait 60 000 personnes pour aller voir Anderlecht Lommel. Voilà, enfin, je veux dire, c'est délirant, vraiment délirant. Donc voilà, quant à la fiesta pour fêter le titre, je suis bien content de ne pas avoir été invité. Marc-Jean Geysels, Rudy Vervoort et Guy Van Engel, donc qui représentent le gouvernement bruxellois, ont réagi très durement. Ils ont dit on n'a pas invité le Sporting Club d'Anderlecht pour fêter son sacre parce qu'on n'est pas respecté par Anderlecht. Il y a un problème aujourd'hui entre la région et le club, c'est clair. Ben, ça semble être le cas. En tout cas, moi je ne suis pas dans les confidences. Alors, pour les supporters, pour les Anderlechtois, pour mes amis Eric Thomas et son collège, je suis très heureux. Moi, je trouve que Anderlecht, c'est une grosse machine économique. Vous êtes moins content. Non, Anderlecht, c'est avant d'être...
en même temps qu'être le foot, c'est une grosse machine économique, c'est du gros business qui coûte cher à la zone de police dans laquelle nous sommes. Ouais. Voilà, après, ils ne s'entendent pas et ils se sont lancés dans des projets. Et voilà, je ne connais pas suffisamment. Je pense que la planche a été savonnée aussi à d'autres niveaux, me semble-t-il. Mais ça veut dire que vous, en tant que député régional socialiste, vous ne soutenez pas l'idée du Stade national ? Je soutiens la politique du gouvernement en la matière. J'ai un problème parce que vous aviez un invité, je pense, la semaine passée, qui est un député NVA... qui, le jour de la fête de l'Iris, a proposé qu'on mette la région de Bruxelles-Capitale sous la tutelle de la Wallonie et de Bruxelles, et de la Flandre. Ça m'a fait sortir de mes gonds. Je me dis, quand on est parlementaire régional, on devrait pouvoir destituer ce monsieur. Et je pense que la NVA, dans ce dossier, a joué un très sale rôle. Elle a laissé monter le dossier, et puis elle a vraiment... fait un accroche-pied, que ce soit au niveau de Grimbergen ou que ce soit au niveau des terrains. Le ministre Benoît s'est sorti. Et donc, je crois encore une fois qu'on a voulu empêcher Bruxelles d'avoir un stade national, parce que d'abord, il est national, et puis parce que ça fait partie du rayonnement de Bruxelles. Olivier Deleu, c'est fini cette histoire de stade national? C'est enterré, vous croyez? Eh bien, ça, ce serait vraiment bête, parce qu'on n'a jamais eu une équipe nationale aussi forte. Je veux dire, même Chifo et Lozano, ils n'étaient pas aussi bons que les gens qu'on a maintenant. C'est une espèce de Kleisters Hénin du football, ces types-là. Et on va quand même... Enfin, ce qui est terrible, c'est qu'on fait de la petite bisbrouille belgo-belge, alors qu'on pourrait mettre un stade, je ne sais pas où, moi. À Boisfort. Si on ne le met pas au parking C, alors qu'on agrandisse le Ezel, quoi. Mais on a une équipe comme on n'a jamais eu, qui a un rayonnement international comme jamais le football belge n'a eu. Alors qu'on fasse un grand stade, si c'est trop compliqué de le faire en Flandre, qu'on le fasse by ons, voilà, au Ezel, qu'on agrandisse et qu'on fasse un grand stade. On est en train de se rendre ridicule. Il y a des types qui, voilà, vous disiez Fellaini, il y a des types qui jouent au football comme des dieux. Enfin, ils devraient avoir un petit peu plus de pêche quand ils sont contre des grandes équipes, et on n'est pas foutu de leur faire un stade national. Je trouve ça un peu pitoyable, en fait. Barbara Mertens, vous voulez réagir? Mais c'est une histoire incroyable, et j'ai l'impression que là, il y a quand même une date limite qui approche dangereusement, au-delà de laquelle ça ne sera plus possible de le construire, ce stade. Il y a une date limite pour faire partie de l'Euro en 2020. Mais après, il y a encore plein d'autres épreuves. On peut faire durer ça encore 35 ans, c'est ça que vous voulez dire, oui. Bien sûr. Après, il sera retraité. Pour le prochain mondial peut-être. Oui, ce sera peut-être au moment où on aura une prison aussi nationale. Et le RER. Voilà, et le RER. Très bien. Mais donc, je ne sens pas un grand optimisme ici. Marc Toledo, vous êtes un peu plus optimiste, vous? Je ne suis pas beaucoup plus optimiste. Je suis même très peiné par la situation parce qu'on a la chance d'avoir une équipe extraordinaire qui se distingue par ses capacités. On a des entrepreneurs qui sont prêts à mettre 300 ou 400 millions d'euros sur la table. On a un club qui est prêt à s'engager à payer un loyer de plusieurs fois 10 millions d'euros par an, ou peut-être un peu moins aux dernières négociations. Et on voit que tout est saboté pour des manipulations politiques régionales, alors que nous devrions être unis. Je rappelle notre devise nationale, Eenheid maakt Dracht, l'union fait la force. Ce serait quand même un comble qu'on ne puisse pas arriver à une solution. Mais je pense que le projet était bien torpillé. Emmanuel Damblon, pour clôturer là-dessus. Oui, c'est juste un petit commentaire un peu décalé. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que Marc vient de dire. C'est qu'en principe, le sport est censé produire de la concorde et donc, dans la situation actuelle, garantir ou refonder le vivre ensemble. Et là, c'est tout à fait consternant de voir que c'est exactement l'inverse que ça produit. La problématique n'est peut-être pas que politique, parce que là on parle beaucoup de politique, mais c'est aussi du business. Il s'agit d'un stade construit, il faut un locataire, et Anderlecht ne veut pas payer le prix qu'on lui demande. Il y a peut-être encore des choses qui vont se passer dans les semaines à venir. Alors, tant qu'on parle d'emploi, on va parler de l'emploi à Bruxelles-Airport. Pendant que les survols continuent, le ministre de l'économie, Didier Gauzoin, a commandé une étude à la KUL pour objectiver les chiffres de l'emploi bruxellois à Bruxelles-Airport. Et voilà ce qu'il en disait au micro d'Alice Vandenbroek. Un problème d'emploi à l'aéroport. C'est ce que je ne cesse de dire depuis des années, et que dire que les mesures environnementales à Bruxelles sont nuisibles à l'aéroport, c'est faux. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la vérité. Et cette étude le montre de manière très claire. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il est urgent
de se mettre autour de la table, d'avoir une méthodologie commune, de définir quelle est la zone aéroportuaire qui est impactée par l'aéroport, quelles sont les activités économiques qui relèvent directement ou indirectement de l'aéroport. Voilà des études et des choix politiques qui doivent être faits. Et aujourd'hui, on montre par cette étude qu'il y a enfin des données, mais elles sont encore imparfaites. Alors, Marc Toledo, vous êtes chef d'entreprise, hein, vous êtes sensible à cette problématique-là de l'emploi. Tout à fait. On voit encore une fois différents intérêts. On a d'abord l'aéroport de Zaventem qui, je rappelle, est quand même une entité fédérale où il y a un impact sur l'emploi, que l'impact soit plus bruxellois ou plus flamand, peu importe. Je trouve que nous avons un beau joyau, nous avons un pays qui commence enfin à se reconnecter après la chute de la Sabena, qui commence à se reconnecter au reste du monde. Et pour des intérêts privés ou des intérêts politiques, on s'aperçoit que des bâtons sont mis dans le développement de l'aéroport de Bruxelles, mais il existe néanmoins des solutions. Si on devait mettre moins de vols sur Bruxelles, on pourrait par exemple dire le cargo va sur Liège. Nous avons un superbe aéroport à Liège que certains connaissent, qui est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, mais ça ne fera pas plaisir aux intérêts de Brussels Airport. Il existe une solution, elle est quelque part au milieu, mais ce n'est pas à moi de la donner. Alors, Marc-Jean Gessels, on va commencer par vous. Brussels Airport dit, oui, des compagnies nous quittent à cause des nuisances, il y en a d'autres qui arrivent, mais finalement, qui bluffe, qui a raison? Quand Didier Gozon a dit qu'il faudrait des chiffres objectifs, c'est peut-être une bonne idée, ça. Mais je pense que c'est Bruxelles Airport qui bluffe, et je pense que Didier Gozon a raison, d'autant plus qu'il y a des compagnies qui atterrissent sur d'autres aéroports où les normes environnementales sont plus importantes qu'à Bruxelles, et ça ne pose aucun problème. Donc il y a une revendication qui est unanime de la région bruxelloise, c'est le respect de la tranche nuit, de 23h à 7h du matin. Or, aujourd'hui, encore régulièrement, par des avions cargo, la route du canal, moi, je suis réveillé à 3h ou 3h20, régulièrement. Et donc, on se fout pas mal de la vie et du confort des habitants. Et d'ailleurs, on rappelait que Louis Michel disait déjà, il y a 10 ans ou il y a 12 ans, la quiétude ou la sécurité et la tranquillité des Bruxellois ne vaut pas une crise gouvernementale. Je pense qu'avec ça, on a vraiment tout dit. Là aussi, c'est un problème communautaire. Mais le problème, c'est que des crises gouvernementales sur les avions, il y en a déjà eu, et il y en aura peut-être encore, mais il n'y a pas de solution. C'est tout. Il n'y a pas de solution. Le problème, c'est est-ce qu'il peut y avoir une solution, Olivier Deleuze? Est-ce que vous êtes déjà mis d'accord avec Groen sur des solutions, à part peut-être interdire les avions ou déplacer l'aéroport? Alors là, si tous les partis flamands étaient comme Groen, ce serait plus simple dans les dossiers communautaires, y compris celui-là. Mais effectivement, c'est quand même complètement illogique de faire survoler, que les avions survolent les lieux les plus densément peuplés. C'est complètement illogique, quoi. Bon, à Boisfort, ça va, on est relativement épargné encore. Il y a le coin du Balai où ils ont les atterrissages dans certaines circonstances, et c'est épouvantable, voilà. Mais c'est complètement absurde de faire survoler les endroits les plus densément peuplés par les avions. Enfin, ça n'a aucune logique, quoi. Et on a vu que l'avion de Donald Trump, d'ailleurs, n'a pas survolé Bruxelles. Ils se sont débrouillés pour que... C'était trop risqué, à mon avis. Parce qu'il risquait les plaintes contre le bruit. Yves Kengen? Oui, on parlait d'emploi, et l'étude qu'a fait réaliser M. Gossuin montre qu'il n'y a que 13% d'emplois qui vont aux Bruxellois à l'aéroport de Bruxelles National. C'est extrêmement peu. Et on parlait du projet de grand stade à Grimbergen. Je pense que ce qu'on ne mesure pas, c'est le risque qu'on aille dans la même direction et que l'essentiel des emplois aille à la Flandre, puisque ce stade serait situé certes sur un terrain appartenant à Bruxelles, mais sur le territoire de la Flandre, alors que ce sont les Bruxellois qui auraient été la driving force de tout ce projet. Ce ne serait pas eux qui auraient les emplois. Alors, Marc-Jean Kelsès, est-ce qu'on peut assurer finalement qu'il y ait une représentation suffisante de Bruxellois à Brussels Airport? Alors que quand on parlait de police, c'est pas facile d'assurer une certaine diversité au sein de la police. Je sais que c'est pas la même chose. Enfin, là, est-ce qu'on peut pousser un employeur ou des employeurs à engager Bruxellois? Non, à mon avis, on ne peut pas le faire. Légalement? Non, légalement, on ne peut pas le faire. Et je pense que, par contre, on peut donner des pistes et on peut tendre à atteindre ce but par la négociation. Mais je pense encore une fois qu'on est dans un bras de fer avec une région qui se comporte toujours de manière déloyale vis-à-vis de la nôtre. C'est la Flandre, il faut être clair. Ça se voit dans ce dossier-là, ça se voit dans la problématique de la police, ça se voit dans le RER, ça se voit dans de très très nombreux dossiers.
C'est un aveu de blocage, ça, Olivier Deleuze. Donc moi, je n'aurais pas une analyse aussi communautaire que mon collègue, mais quand on voit en fait les emplois à l'aéroport, c'est vrai, vous avez raison, il y a 13% pour l'aéroport, mais si on étend au service de nettoyage et la cuisine, etc., il y a 23% de Bruxellois. Et donc, parce que les emplois les moins qualifiés, si vous voulez, sont proportionnellement plus pris par les Bruxellois que par les autres. Et donc, je pense que le problème de l'emploi à Bruxelles, c'est le problème de la formation. En fait, on ne va pas commencer à faire des quotas de Bruxellois, parce que là, on rentre dans une logique terrible. Mais je crois que c'est la formation, voilà, que faire en sorte que la qualification des travailleurs à Bruxelles soit meilleur et par conséquent qu'ils puissent décrocher davantage d'emplois. Je pense que c'est surtout ça. Donc il y a un effort en matière de formation à faire. On ne va pas encore assez loin à Bruxelles. Vous pensez ça aussi, Marc-Jean On est d'accord, oui. Mais je pense que malheureusement ce ne sera pas suffisant pour la problématique de l'aéroport. Et voilà qui nous donne de nouveau, après le stade, l'aéroport, je disais tout à l'heure la prison, que l'on ne voit pas sortir de terre pour l'instant à Rennes. Je propose qu'on passe au coup de cœur, alors, qui est un moment peut-être un peu plus agréable, un peu plus souriant. Et on va commencer avec vous, Barbara Mertens. Vous voulez nous pousser à courir demain. Alors, voilà, c'est pas du tout mon truc, mais je suis admirative à un très haut niveau de tous ceux qui demain vont s'engager pour les 20 km de Bruxelles. Par ce temps orageux, par la chaleur, vraiment, bravo à tous, c'est un exploit. Et quand même remarquer aussi que de plus en plus de coureurs qui participent à cette belle épreuve, qui traverse donc de nombreuses communes bruxelloises, s'engagent aussi pour défendre des associations et donc se font parrainer, et ce qu'ils peuvent gagner sur leur force, sur leur énergie, revient à des associations. Et c'est le cas aussi de mes petits camarades d'RTL qui vont courir demain pour le Télévis et que vous pouvez parrainer sur télévis.be. Voilà, le message est passé. J'ajouterai moi comme message personnel, c'est que la course est diffusée sur BX1 en même temps que sur Bruce. C'est une émission commune. Ça démarre à 9h45, donc de 9h45 à midi. Si vous trouvez qu'il fait trop chaud pour aller courir, je peux comprendre, ou trop chaud pour effectivement aller supporter ceux qui passent notamment à Boisfort ou au Bois de Lacan ou ailleurs, eh bien, vous pouvez toujours regarder ça à la télé. Alors, Marc Toledo, vous vouliez parler d'un homme qui s'appelle René Dosière, c'est ça ? Tout à fait. Alors, qui est-il ? Eh bien, René Dosière est un illustre membre du Parti socialiste français qui a édité plusieurs livres, dont notamment L'argent caché de l'Élysée, L'argent de l'État, ou bien Argent moral et politique. Et comme vous le savez, dans mon petit groupe Facebook Troïsteville, je suis impliqué dans un combat qui m'est cher, c'est-à-dire avoir un peu plus d'éthique et de transparence dans la politique. Et je ne peux que saluer, par exemple, notre nouveau président français, Macron, qui demande déjà avoir maximum 10 attachés parlementaires par ministre, ce qui est déjà complètement fou quand on voit certains ministres régionaux... 10 conseillers dans le cabinet, c'est ça, oui, un cabinet avec 10 personnes. Oui. Avec 10 personnes. Quand on prend les cabinets que nous avons à Bruxelles, c'est totalement fou. Avec 50, 60 attachés parlementaires, ça devient vraiment du grand n'importe quoi, où on voit que des personnes n'ont pas forcément les compétences requises, ou bien des gens... Et je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui y pensent, qui travaillent et qui ont le courage de leurs opinions. Et je salue donc René Dosière. Vous connaissez Marc-Jean Gaïssès, vous connaissez ce monsieur Dosière ? Il a fait quelques belles sorties que j'apprécie beaucoup, donc j'ai pas de problème. Il y aurait beaucoup à dire sur le raccourci ou le résumé, parce que moi, ce qui me choque un peu, c'est que j'ai l'impression vraiment de faire mon boulot très correctement, et qu'on jette un peu l'anathème sur tous les gens qui font de la politique aujourd'hui, et ça c'est assez déplaisant, et je trouve que c'est pas bon, quoi. Je crois qu'il faudrait plus expliquer les choses en profondeur, voilà. Et pointer ceux qui font bien leur boulot et ceux qui font bien leur boulot, aussi se rappeler d'une chose, c'est que le juge suprême du politique, c'est l'électeur aussi, et qu'il n'y a peut-être pas un investissement suffisant de l'électeur pour aller pointer celui qui prend les bonnes décisions conformément à sa règle. Et donc je crois aujourd'hui qu'on a un arsenal totalement suffisant, qu'il faut l'appliquer, et qu'il ne faut pas tout le temps changer les règles. Il faut se donner les moyens d'appliquer les règles. Aujourd'hui, il y a peut-être un manque de moyens vis-à-vis de la Cour des comptes, etc. Et donc il faut avant tout alimenter les organes en place pour faire correctement son travail. Olivier Deleuze. Si vous allez sur le site de la commune de Watermal-Boisfort, vous aurez accès à toutes les rémunérations de tous les mandats locaux, de tous les élus locaux. Tout. Intercommunal, subsides aux ASBL, combien gagne tel échevin, combien gagne tel conseil communal, jetons de présence, tout le bazar est là. Et vous ne savez pas qui travaille ou qui ne travaille pas pour le
en étant payé la même chose que son voisin. Donc, il y a toujours des bons arguments pour ne pas être transparent. Non, ça c'est de l'apparence de transparence. Non, et ça, je trouve de la vraie. Enfin, oui. Bon, vous trouvez qu'il faut pas être transparent? Non, il n'y a aucun problème. Mais tout ça est dans le budget communal qui est mis en ligne. Donc tout est disponible déjà aujourd'hui. C'est pas toujours lisible. Il faut le reconnaître. Le site de la commune de Boisfort. Il y a de plus en plus de communes qui font la même chose que Boisfort. Donc peut-être c'est peut-être une idée. Voilà. Mais non, c'est pas dans les butants. C'est le droit du peuple de savoir. Oui, tout à fait. Absolument. Et ça, je ne conteste absolument pas. Mais je crois que alors il faut vraiment l'informer totalement, et il faut aussi savoir qui fait quoi, parce qu'il ne suffit pas d'aligner une rémunération. Il faut aussi voir le travail fait au quotidien, la disponibilité, le contact avec les gens et les résultats obtenus. Ça vous fait plaisir, cette discussion, Marc Toledo? Ça me fait plaisir, parce que je vois des gens qui s'impliquent et je sais qu'il y a des tas de gens intègres. Malheureusement, il y a quelques personnes qui jettent le discrédit sur la fonction et qui font que l'électeur perd confiance. Et quand vous dites que c'est l'électeur qui, justement, a le dernier mot, il suffit de regarder les sondages en Wallonie et la montée de certains partis extrêmes dont les gens n'écoutent malheureusement que la partie apparente de l'iceberg, qui est celle qui dénonce d'une manière peut-être un peu démagogique les comportements abusifs de certains, mais effectivement, une autorité indépendante de contrôle serait peut-être la bienvenue, comme en France, cet expert en déontologie, avec des moyens surtout. Alors, on reprend les coups de cœur maintenant. Emmanuel Damblon. Non, parce que sinon on n'a pas le temps pour les... Sinon... Oui. Emmanuel Damblon, votre coup de cœur, c'est un film. C'est un film, voilà. Denial. Voilà, Denial en anglais. Le procès du siècle en français. Oui, c'est ça, voilà. Et c'est un procès qui touche la question du négationnisme. Et j'ai trouvé le film excellent et un véritable outil pédagogique à conseiller aux professeurs, dans la mesure où la situation est qu'une historienne américaine se trouve confrontée à un négationniste anglais. Le procès a lieu en Angleterre et au fond, elle s'attend à devoir prouver qu'elle a raison. C'est-à-dire que la Shoah a bien existé, et ce qui se passe, c'est l'inverse. Elle doit prouver qu'il a tort. Et elle n'a pas du tout conscience qu'elle doit construire une véritable stratégie argumentative pour arriver à ses fins. Elle pense qu'au départ, sa position est évidente. Et je crois que pour nous, c'est une leçon vraiment importante aujourd'hui, par rapport aux questions négationnistes, évidemment, mais beaucoup plus largement par rapport au conspirationnisme, parce qu'on pense que la vérité est évidente, or la vérité se construit par une stratégie argumentative, et ça, c'est tout un travail qui doit s'enseigner. Autre coup de cœur, cette fois-ci avec un éléphant, Yves Kengen. Oui, moi j'aime beaucoup les éléphants. Oui, moi aussi. Nous aimons tous les éléphants. Et le problème, c'est que les éléphants sont en voie d'extinction, comme chacun sait, parce qu'on les chasse pour leur ivoire, dont le commerce est interdit dans la plupart des pays du monde, mais on continue de les chasser parce qu'il y a un marché noir pour l'ivoire blanc. Ce qui s'est produit la semaine dernière, c'est que l'un des organisateurs de ces safaris réservés à des riches qui payent cher et vilains pour aller abattre des braves animaux dans des réserves privées en Afrique du Sud, au Zimbabwe ou dans d'autres pays, s'est fait lui-même tuer par l'éléphant qui venait de faire abattre, et l'éléphant, en mourant, s'est affalé sur le chasseur qui a succombé sous le poids de l'éléphant. Et on ne peut pas se réjouir de la mort d'un homme, même si c'est quelqu'un qui vit de la mort de tous ces animaux, mais bon, quelque part, c'est quand même assez moral, je trouve. C'est le jour où le lapin a tué un chasseur, c'est un peu ça l'histoire. Oui, juste un petit mot, moi, sur mon coup de cœur, parce que j'y suis assez associé, c'est les Octaves. Lundi soir sera diffusé sur toutes les télés locales, notamment sur BX1 à 20h30. Donc c'est la soirée, la cérémonie des Octaves de la musique avec des duos inédits, notamment Puggy qui va jouer avec une pianiste classique. Ça va être assez étonnant, c'est à 20h30. Rapidement, Olivier Deleuze, quelque chose à faire dimanche à Watermal-Boisfort? Dimanche à Watermal-Boisfort, il y a le marché. Tous les dimanches, le matin, on verra les gens d'RTL suer avec leur télévie ou autre. Oui. Et donc je vous propose de venir voir tous ces pauvres athlètes au marché de Boisfort. Et vous, Marc-Jean Guesset? Connaissant Olivier Deleuze sera avec un verre de rosé à la main. Et vous, à Forêt? Alors cet après-midi, les 10 ans du Wills, avec beaucoup d'activités extraordinaires, donc centre d'art contemporain, 60 000 visiteurs par an, c'est à Forêt. Et alors le dimanche, il fait beau, le petit train à vapeur, chaussée de Nerstal, qui est un endroit merveilleux, 2 kilomètres de promenade en petite miniature, donc c'est
un huitième d'une locomotive normale est idéal pour les familles, surtout par ce temps-ci. Merci à tous pour votre entrain. Bon week-end et à la semaine prochaine.